Bienvenue donc à tout le monde. Merci pour votre présence à cette visioconférence. Nous sommes là pour faire un zoom sur la collective et donc faire la présentation publique de cette association, la collective 6543, qui s'est constituée juste au début de l'été. Alors, ça va se dérouler, on passe 1 heure ensemble, ça va se dérouler en 4 temps. On va avoir déjà un temps de présentation de la collective, un temps de présentation générale. On va ensuite laisser la parole à nos invités, qui sont au nombre de 4. On a Jean-Michel le Boulanger, qui est vice-président à la région chargé de la culture. On a Françoise Saudry, qui est vice-présidente à la culture pour le conseil départemental 35. On a Philippe Gégou, qui est vice-président à la culture, là pour Redon Aglo. Et on a enfin Caroline Raffin, qui est la directrice du Fourneau, c'est-à-dire le CNAR Bretagne. On fera un petit point sur les commissions. La collective compte 4 commissions de travail donc, qui se sont réunies et qui ont avancé chacune dans leurs travaux. Et on va faire un petit point sur leur mission et sur là où elles en sont rendues. Et ensuite, après la présentation du travail de ces 4 commissions, on aura un temps d'échange, de questions pour vous donner la parole et accéder ainsi à vos réactions. Donc voilà, les présentations étant faites, on vous propose donc de commencer par un petit rappel de la genèse de cette dynamique. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Donc, je suis Christophe Anon, marionnettiste. Alors, la collective 6543, donc, comme vient de le dire Stéphane, est née cet été, suite à une forte envie de se rassembler, de se retrouver, de s'épauler avec toute la crise qui était en cours. Des moments qui ont été importants pour nous de rassemblement. On m'entend pas, c'est ça? Si, il y a un problème de son. Ok, alors du coup, comme on a ce petit problème de son, qui visiblement est là juste réglé, donc on ne touche plus, on ne bouge plus. Voilà, donc la collective 6543, qui est donc née cet été, je ne sais plus ce que j'avais dit, ça c'est fait. En tout cas, on s'est rassemblés. Donc aujourd'hui, la collective, c'est une centaine d'habitants du pays, toutes et tous professionnels dans le spectacle vivant, et ça représente vraiment tous les corps de métier, administratifs, auteurs, conteurs, marionnettistes, costumiers, comédiens, musiciens pour une grande part. Cette collective, on va vous présenter justement les travaux qui sont en cours. Peut-être, ah oui, rappeler pourquoi le nom collectif 6543, question qui nous a été souvent posée. Alors, on aimait la consonance avec la locomotive, le côté voilà, envoyer de l'énergie. Et le 6543, c'est composé des chiffres des 3 départements. Voilà, 56, 44, 35. Et on aimait ce décompte. 6, 5, 4, 3. C'est parti pour l'énergie qu'on avait envie et qu'on a envie de mettre dans ce projet. Pour vous dire l'objet très précisément de l'association. Je vais tenir un micro comme ça. Il faut vraiment être près de la bouche. Oui, on va essayer de ne pas, voilà, de pas trop toucher au micro. Oui, donc en fait, l'objectif de la collective 6543, c'est de négocier et mobiliser des moyens nouveaux, alors qu'ils soient financiers, logistiques ou structurels, pour soutenir les activités de création et de diffusion des professionnels du spectacle vivant de notre territoire, du pays de Redon, et pour faciliter la programmation de spectacles professionnels par les organisateurs du territoire. Donc voilà, pour mener à bien ces objectifs, on a mis en place 4 commissions qui ont démarré leurs travaux au début de cette année, donc c'est vraiment tout nouveau. Donc une commission moyen nouveau, une commission communication,
une commission réseau et une quatrième commission qui travaille sur une agence culturelle du territoire. Donc voilà, on détaillera ces commissions un petit peu plus tard. Enchaînons. Merci Marie. Voilà, on espère que ça fonctionne toujours. Très bien. Voilà, on est suspendu là au fil du micro, c'est le cas de le dire, en espérant qu'on n'ait pas trop de soucis techniques. Bien, on va laisser la place à nos invités pour de courtes interventions. La commande qu'on a passée à Jean-Michel Le Boulanger, à Françoise Saudry, à Philippe Gégou et à Caroline Raffin, c'est de nous donner un peu leur perception de la crise un peu particulière qu'on est en train de traverser et de nous dire ce que leur structure, leur collectivité mettent en place pour soutenir les artistes et d'une façon générale le spectacle vivant, puisqu'il n'y a pas que les artistes qui font les professionnels de ce secteur d'activité. Alors, je ne sais pas si on est en communication avec Jean-Michel Le Boulanger, s'il est bien avec nous, s'il veut prendre la parole, brancher son micro. C'est fait. Ah, super, très bien. Donc, merci, Monsieur Le Boulanger, de votre participation. Et on vous laisse la parole là, pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous me faites un signe. Vous m'entendez correctement? Oui? C'est bien. C'est parfait, c'est très bien. Donc, oui, c'est très bien. D'accord. Bon, en quelques minutes, c'est un exercice un peu difficile, évidemment, que vous demandez, parce qu'il y aurait tant de choses à dire sur la situation que nous vivons collectivement et que vivent les artistes et les acteurs culturels. Je vais tenter de synthétiser néanmoins, et pour répondre à la question que vous m'avez posée. Vous faites référence à la crise sanitaire, elle ne m'a pas échappé. Elle n'a échappé à personne, je crois, mais je ne veux pas la dissocier d'un contexte plus général qui nous interroge également. Ce contexte plus général, ce sont les grandes mutations environnementales qui posent aussi des questions aux activités artistiques et culturelles et aux dispositifs de politique publique. Et puis le deuxième élément de toile de fond, c'est cette crise sociale que je n'oublie pas. Je n'oublie pas qu'avant ce que l'on appelle la crise sanitaire, il y avait un mouvement qui s'appelait le mouvement des Gilets jaunes et qui a posé un certain nombre de questions et de questions très fortes sur l'organisation de notre société et sur l'organisation sociale, si je puis dire, de notre société. Et donc, pour moi, la toile de fond, elle est triple. C'est les évolutions environnementales, c'est la question sociale et c'est toutes les questions que pose la crise sanitaire d'aujourd'hui. Les réponses, pour essayer de rester dans le rythme que vous avez demandé. Les réponses qu'apporte la région Bretagne sont d'une part extrêmement simples, je vais y revenir, et d'autre part extrêmement ambitieuses, et je vais essayer d'y revenir aussi. Extrêmement simple, c'est tous les aspects financiers. On a décidé au début du mois de mars de l'année 2020, et sans mégoter, sans discuter, sans barguigner, que toutes les subventions qui étaient initialement prévues à tous les organisateurs d'activités artistiques ou culturelles seraient à 100% financées. On a voulu le dire très vite et c'était pour nous un geste politique important pour marquer le soutien. Et ce soutien financier, il se continue en 2021 avec un accroissement du budget culture de la région sans précédent dans notre histoire, vu que nous l'augmentons de 2 millions d'euros entre l'exercice 2020 et l'exercice 2021. Ça, c'est la structuration budgétaire et c'est un premier élément de réponse, évidemment. Dire aux acteurs que financièrement, nous ne relâchons pas. Au contraire, la situation exige que nous soyons encore plus présents qu'avant.
augmentation de budget de 2 millions d'euros. À cela s'ajoutent des dispositifs nouveaux, mais dans le délai imparti, je ne vais pas les développer, sauf un que je cite, un dispositif nouveau expérimental à l'échelle nationale que l'on appelle Café Culture Plus, qui vise à aider tout organisateur occasionnel, dont ce n'est pas le métier, on va dire, qui recruterait pour des spectacles des intermittents artistes ou des intermittents techniciens. C'est un dispositif qui est en train de se développer là depuis l'automne et que l'on va maintenir tout au long de 21. Il est d'ailleurs vraisemblable que l'on maintienne bien au-delà de 21. Mais enfin, premier élément de réponse à la question, c'est le budget. Et donc le budget, non seulement nous n'avons rien abandonné, mais au contraire, nous l'avons continué à l'accroître. Parce que c'est une réponse concrète. Les déclarations d'amour, c'est une chose, les preuves d'amour, c'en est une autre. Et je dis ça à l'avant-veille de la Saint-Valentin. Je disais donc que les premières mesures peuvent être simples et que par ailleurs, nous avons aussi une ambition. Et l'ambition, et c'est peut-être le plus important, elle concerne le sens même des politiques publiques, le fond même des politiques publiques. Pourquoi accroître le budget de la culture? Pourquoi apporter 100% des aides prévues, même à des événements qui seraient ou annulés ou diminués? Pourquoi? Pour des raisons tout à fait essentielles que je veux rappeler, que je ne cesse de rappeler de discours en discours, mais c'est l'élément explicatif majeur qu'on pourrait retenir d'un seul mot en disant que ce qui est fait par la vitalité artistique et culturelle, c'est essentiel. J'emploie volontairement ce mot parce qu'il a surgi à la surface de l'actualité au cours des mois derniers, entre les essentiels et les non essentiels. J'estime profondément, le président de région Loïc Chenet-Girard estime profondément que ce qui fonde une démocratie, et ça c'est notre essentiel face à tous les totalitarismes, c'est la liberté de création, c'est les combats pour l'égalité de tous devant un objet culturel ou un objet artistique, et c'est cette vaste idée d'interculturel dans le culturel qu'on pourrait traduire aussi par la relation avec les ailleurs, la relation avec les autres, et qui s'appelle la fraternité. C'est un essentiel. La liberté de création, la liberté du geste artistique, ce n'est pas secondaire. On n'est pas dans le divertissement, on n'est pas là pour amuser la galerie. Il y a des gens qui le font très bien, le divertissement. Il y a des gens, les usines à rêves dont parlait André Malraux, le font parfaitement bien. Les grands canaux télévisés le font parfaitement bien. Mais au nom des dispositifs de politique publique, on est là pour défendre la démocratie, surtout quand des dessinateurs sont assassinés et quand un professeur d'histoire et de géographie est décapité. Et donc, si on développe nos budgets, c'est pour rappeler que tout ce qui est fait par les vitalités artistiques et culturelles, les professionnels et les amateurs, ça touche à un essentiel qui nous parle de la liberté de création, qui nous parle de l'égalité de tous devant les gestes artistiques, et c'est un combat qu'on n'a toujours pas gagné, évidemment, c'est un combat qu'il faut toujours mener pour organiser ce lien avec les personnes qui fondent nos pays et nos territoires, et c'est le combat de la fraternité. Bref, liberté, égalité, fraternité, c'est pas du non essentiel. Et les activités culturelles, elles comment dire, elles sont fertilisées à ces endroits-là et pas ailleurs. Et c'est pourquoi donc on continuera à développer et ce discours et ces moyens, d'autant plus que nous sommes à la fois en crise environnementale, sociale et sanitaire. Raison de plus pour être présent et pour ne rien rabattre sur ces questions essentielles-là, avec des questions annexes, mais dans le temps qui m'est imparti, je ne les développerai pas, mais je vous les cite, parce que ça touche à ce que vous souhaitez faire, d'après ce que j'en ai compris. Des questions annexes, c'est la question du territoire. Est-ce que l'on doit continuer à développer nos politiques publiques sur les flux et les réseaux des disciplines
ou parfois des esthétiques? Ou est-ce qu'on doit davantage avoir un regard territorialisé, ce qui veut dire nouer les liens plus que par le passé, entre les disciplines, entre les professionnels et les amateurs, entre les esthétiques, au sein d'un même territoire? Voilà une bonne question à poser pour l'avenir. Une autre question que je pose, parce que c'est une question qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est comment bâtir les politiques culturelles de demain face à la question du temps? Nous avons été engagés, la région, comme toutes les collectivités, comme l'État, ont été engagés peu ou prou depuis une cinquantaine d'années dans une accélération du temps, une contraction du temps, toujours plus de spectacles, plus de public, plus une contraction, une accélération, une victoire du chiffre. Est-ce raisonnable? Est-ce raisonnable devant cet objectif suprême qui est l'objectif démocratique? Est-ce que la logique chiffrée doit toujours s'imposer? Non, pas toujours. Réfléchissons à ces questions-là. Donnons du temps long. La rencontre, les droits culturels, la discussion avec des personnes, c'est du temps long. La relation ne peut pas se faire à coup de tweet. La relation ne peut pas se faire uniquement dans l'accélération du temps. Eh bien, cette notion de temps long, est-ce qu'elle est suffisamment présente dans nos dispositifs de politique publique, ou sommes-nous également entraînés dans cette forme de tyrannie de l'urgence et de dictature du chiffre? Voilà, autre type de question. Il y en aurait encore beaucoup d'autres. Je vais m'arrêter là en disant en conclusion qu'en lien, je vois Françoise dans un petit écran, Françoise Sourdry, en lien avec les 4 départements, en lien avec la DRAC, l'État, après acceptation de Franck Riester, puis de sa successeur, en lien avec les métropoles et les collectivités d'agglo et intercommunalités, nous allons engager en Bretagne un grand forum des politiques publiques, de la culture, avec les réseaux d'artistes, et venez-y le jour venu, venez nourrir nos réflexions. L'ensemble des collectivités publiques, État, région, département, métropole, interco, l'ensemble des réseaux d'artistes, réfléchissons ensemble à ce que nous disent cette crise environnementale, cette crise sociale, cette crise sanitaire. Réfléchissons aux implications sur nos politiques territoriales, réfléchissons à l'exigence environnementale, réfléchissons à cette question du temps que je posais tout à l'heure, réfléchissons ensemble pour faire évoluer nos politiques publiques de la culture. Voilà. Donc, merci monsieur. À peu près 10 minutes. Oui, merci. Merci, monsieur Le Boulanger. Pardon, on n'a pas encore tout à fait les moyens du temps long que vous appelez de vos voeux pour le moment, mais on espère bien avoir l'occasion de pouvoir développer avec vous les points que vous soulignez. Merci beaucoup de votre intervention. On enchaîne, effectivement, vous avez presque fait l'enchaînement, monsieur Le Boulanger, avec madame Sourdry, donc vice-présidente à la culture pour le conseil départemental 35. Madame Sourdry, vous nous entendez? Absolument. Et nous vous entendons, donc c'est parfait. Très bonjour bien. À tous et à toutes. Merci beaucoup, bonjour à vous. Merci pour votre invitation et félicitations pour cette organisation que vous avez mise en place de ce collectif qui va justement nourrir aussi nos politiques publiques à l'occasion de ce que Jean-Michel a cité tout à la fin de son intervention sur, avec le 3CB, les autres collectivités, la réflexion que nous allons mener. Donc, un enrichissement commun, c'est important. À la première question qui était comment vous vivez cette crise sanitaire, je dirais que je trouve que c'est long et je pense que c'est largement partagé. Et je pense que nous aurions eu certainement des possibilités autres d'une gestion de cette crise qui est aussi une rupture d'égalité de traitement entre la culture et pour laquelle on ne peut pas aller dans les salles, au théâtre, au cinéma. Et donc, quand on peut aller quand même
dans des lieux de culte, dans des supermarchés. Donc, effectivement, il y a à se positionner, à savoir comment est-ce qu'on peut réagir et faire sauter ces verrous. Sans doute, le vaccin sera un apport précieux, mais en fonction aussi des charges sanitaires et de la façon dont se déroule le côté sanitaire, la charge sanitaire qui est plus ou moins forte en fonction des régions, il y avait peut-être moyen de faire autrement. Comment est-ce que le département soutient les acteurs culturels pendant cette crise? Eh bien, ça a été la même démarche dans beaucoup de collectivités. Nous avons aussi décidé de maintenir nos subventions, que les événements aient pu avoir lieu ou pas, et donc ainsi favoriser la solidarité qu'il peut y avoir avec les compagnies qui étaient programmées. Voilà, essayer de continuer à donner des moyens pour que effectivement cette chaîne de solidarité puisse perdurer et se mettre en place. Nous avons aussi mis en place très rapidement le fonds d'appui à nos partenaires associatifs sur le département, donc un fonds de 5 millions d'euros qui répond aussi à des besoins et qui a été mobilisé très très vite parce que dans la façon de s'en saisir, c'est simplifié et tous les mois, à l'issue des commissions permanentes, on regarde les dossiers et donc on arrive à être très réactif et à soutenir rapidement. Je pense que ce fonds sur 2020 a montré son efficacité et pour 2021, alors, le fonds lui-même, pour 2020, avait été mobilisé à hauteur de 2 600 000 € sur une enveloppe globale de 5 millions. Je pense que le fait d'avoir laissé la possibilité, enfin de verser nos subventions les uns les autres, ça a permis quand même pour la plupart de sortir sans gros déficit sur l'année 2020. 2021, donc nous avons voté, la session a lieu aujourd'hui, enfin hier, aujourd'hui et demain, nous avons voté un fonds de 3 millions d'euros pour 2021, en espérant évidemment que la crise que l'on traverse ne dure pas sur une année. Et s'il le faut, à un moment, on devra peut-être réabonder s'il est nécessaire. Mais voilà, cette somme est là. Alors, elle est à destination de toute association, qu'elle soit sportive, culturelle, en fait, dans tous les domaines. Donc, c'est une façon aussi de soutenir davantage les acteurs culturels. Nous avons mis aussi cet été, et nous allons certainement le renouveler aussi, la possibilité de faire des propositions au sein des centres de loisirs, et ce qui a été assez tardivement mis en place parce que c'est vrai qu'on cherchait comment répondre et ça faisait partie des solutions proposées, mais le vote en CP n'a eu lieu que le 4 juillet et donc ça s'est certainement su, mais peut-être pas suffisamment. Donc là, il faut largement l'anticiper. C'était la possibilité, donc nous avons payé des ateliers culturels, des programmes, enfin des spectacles qui étaient donc à destination des jeunes dans les centres de loisirs. Ce que nous avons aussi comme projet et qui n'est pas encore finalisé, c'est l'adhésion au GIP Café Culture. Et donc là, je pense que vraiment en proximité, nous avons aussi une capacité à agir et à faire des propositions territoriales qui soient les bienvenues, d'autant plus en ce moment, même si c'est vrai que c'était un projet que nous avions depuis une assez longue date et que ça y est, ça va se matérialiser sur 2021. Voilà comment nous avons, avec nos outils, la capacité financière qui est celle des départements, que vous savez est aussi très impactée en termes de solidarité territoriale et d'aide individuelle. Nous sommes extrêmement mobilisés avec une augmentation des bénéficiaires du RSA de 15 à 19%, donc en fonction des mois, et on voit bien qu'il va y avoir de grosses tensions. Notre département reste extrêmement attractif, ce qui nous donne des capacités à agir, puisque effectivement l'arrivée
nombreuses de nouveaux habitants et génère des droits de mutation qui nous donnent encore cette année une capacité à agir et à investir. Voilà, donc on est forcément extrêmement vigilants. Vous savez, vous connaissez tous certainement Sophie Remoué qui, avec son équipe, est toujours à l'écoute. Et donc, j'ai le plaisir de travailler avec des agents qui sont aussi très disponibles et très volontaires. Donc, voilà la façon que nous avons pour l'instant de le soutenir et de soutenir vous tous, à travers effectivement ce qu'a bien rappelé Jean-Michel de Boulanger, la nécessité de la culture, de la diversité culturelle, des droits culturels, et qui permet aussi de faire corps et société. Et donc, forcément, tout le département, Jean-Luc Chenu en tête, est bien persuadé de cette nécessité et du fait que vous soyez essentiel. Voilà, merci. Sandrine, merci. Pas. Ah, alors, là, on va donner la parole à Philippe Jégou. J'ai 2 micros, du coup, là, il y en a peut-être un des 2 qui fonctionne. Oui, je ne sais pas lequel, du coup, donc je garde les 2. Celui-là, il marche bien. Voilà, très bien. Oui, on m'entend, très bien. Donc, nous allons donner la parole à Philippe Jégou, vice-président à la culture pour Redon Agglo. Oui, est-ce que l'on m'entend, Stéphane? Est-ce que tu m'entends? Très bien, Philippe, oui, parfait. Parfait. Merci. Bien, donc, écoutez, je vous salue tous. Hein. On a pris un petit peu de retard, Philippe. Là, oui, alors je serai assez court, je serai assez bref. Ça va aller pour rester avec nous? Oui, je serai assez bref, d'autant que je te le disais, il se trouve que j'ai une autre réunion en visio après. Voilà. Donc, voilà. Merci en tout cas de la participation. Voilà. Donc, bien, je vous remercie tous. Je remercie les intervenants. J'ai entendu des choses qui m'ont fait plaisir parce que c'est aussi un petit peu comme ça que je vois les choses. Alors, pour ce qui est de mon sentiment par rapport à la crise que nous vivons, je suis comme tout le monde. Je suis comme tout le monde. Il y a certains moments où on se demande si on a bien les pieds sur le sol. On vit un certain nombre de choses dont on ne comprend pas toujours très bien les tenants, les aboutissants. Le constat que l'on fait, en particulier pour ce qui est de la culture, c'est qu'effectivement, tout s'est arrêté quasiment. Alors, heureusement, les collectivités publiques et jusqu'aux communes le plus souvent ont maintenu leurs engagements financiers à l'égard des associations et à l'égard des artistes lorsqu'ils en avaient. Pour ce qui est de Redon Agglomération, c'est le cas. La situation sur Redon Agglomération, globalement, et celle-ci, je dois toujours la rappeler, mais cette communauté d'agglomération n'a pas de compétences propres en matière culturelle. Elle a des compétences à partir de 3 établissements qui sont le conservatoire de musique, la médiathèque qui a un volet intercommunal, et puis le théâtre. Et c'est surtout par le biais du théâtre et du conservatoire, mais essentiellement du théâtre d'ailleurs, que l'on a des rapports étroits avec les professionnels de la culture. Le théâtre a essayé de maintenir au maximum ses engagements chaque fois que ça a été possible. Lorsque les spectacles n'ont pas pu se tenir, ma foi, ils ont été reprogrammés, ils sont repoussés, mais ils ne sont pas annulés. Malheureusement, évidemment, le temps qui passe, on le sent bien, rend les choses un peu difficiles, mais malgré tout, le théâtre cherche à maintenir ses engagements. Et en ce qui concerne les engagements pris auprès d'artistes locaux, je sais qu'on a 8 compagnies qui sont soutenues par le théâtre, et ces engagements-là, les prévisions sont toujours maintenues. Sur le plan financier, les dispositifs en place permettent quand même de tenir à flot, de maintenir à flot les professionnels, mais je sais bien que le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est effectivement, et ça a été évoqué, la question du sentiment d'utilité sociale, d'où le discours que tenait Jean-Michel Le Boulanger à propos de l'utilité du côté essentiel de la culture. Évidemment, le problème est surtout là, et notre position, c'est qu'on doit déjà préparer la sortie de crise. Donc, pour la communauté d'agglomération, cette sortie de crise et la traduction matérielle, ça passera aussi par l'implication des communes,
puisque, comme je vous le disais, malheureusement pour la communauté d'agglomération, c'est ainsi. De toute façon, ses compétences seront assez limitées. Pour ce qui est du théâtre et du conservatoire, bien sûr, on va continuer, on va même renforcer ce que l'on peut comme action. Mais autrement, par les communes, et puis moi, j'insiste, Christophe, là, qui écrit soigneusement, on a discuté un petit peu précédemment à une réunion, et j'ai insisté aussi sur les associations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas envisager la culture que sous l'angle des professionnels. On est en Bretagne. Stéphane ou ceux qui me connaissent savent l'attachement que j'ai, je suis issu du milieu associatif, donc l'attachement que j'ai pour tout ce qui est associatif, l'attachement que j'ai aussi pour la culture populaire et la tradition en Bretagne. Et il faut bien voir qu'au niveau local, une bonne partie des actions qui pourront engager, qui sont engagées, le sont souvent par le biais des associations. C'est-à-dire qu'en soutenant les associations, on vient aussi soutenir un tissu culturel qui est en fond la base de ce qui fait une bonne partie de la vie sociale, quoi. Donc, par ce biais-là aussi, les communes et le bloc communal de manière générale va pouvoir agir en permettant aux associations de rebondir. Le vrai terme, celui qu'on va utiliser, c'est effectivement ce rebond. Alors, on va s'y préparer. Là, je suis en train de préparer en ce moment un petit questionnaire qu'on va envoyer dans toutes les communes, justement pour faire le point de ce dont on dispose. Et on est en période de préparation de budget. Donc, pour ces communes aussi, on leur demandera ce qu'ils sont disposés à faire également financièrement pour participer à ce rebond. L'idéal, après, une fois qu'on aura cette vision-là, ce sera effectivement de se coordonner. Et c'est là aussi que je reprends ce que évoquait Jean-Michel Le Boulanger. C'est vrai que les communautés d'agglomération et les régions en particulier ont pris l'habitude de conventionner et de travailler ensemble pour avoir des actions coordonnées. Eh bien, je pense que sur la relance et sur le côté culturel de la relance, c'est quelque chose qu'on va devoir mettre en place pour éviter tout simplement de partir un petit peu dans toutes les directions. Eh bien, pour avoir une véritable action efficace, efficiente, je pense qu'il va être nécessaire à un moment donné de se coordonner, c'est-à-dire, donc j'appelle de mes voeux cette fameuse grande réunion où on pourra évoquer ces questions, à savoir sous quelle forme on pourrait éventuellement se coordonner pour, en ajoutant les petits sous aux petits sous, arriver effectivement à être efficace sur ce rebond. Voilà. J'ai pas grand-chose j'ai pas l'aisance verbale de mes prédécesseurs, vous m'en excuserez, mais j'espère quand même avoir bien expliqué le fond de ma pensée sur ces questions. Merci beaucoup. Merci Philippe pour cette intervention. On finit ce petit cycle, pas cirque, ça c'est les formations professionnelles. On finit ce petit cycle d'intervention. Essayez chez vous, vous allez voir, c'est pas facile à dire. Avec Caroline Raffin, donc directrice du Fourneau, le CNAR de Bretagne. Caroline, me recevez-vous? Caroline, m'entendez-vous? Oui, moi je vous entends. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait, très bien. Bonsoir Caroline. Bonjour à chacun et bonjour à chacune. Merci d'ores et déjà, bien sûr, à la collective de votre engagement. Il est à l'image effectivement de cette force citoyenne militante bretonne, puisque la Bretagne, je crois, je peux me permettre de le dire pour dialoguer régulièrement avec mes camarades d'autres régions, peut effectivement peut être fier du nombre de citoyens engagés dans ces associations et qui œuvrent. À ce titre-là, le Fourneau est une association, elle aussi, de citoyens militants. J'ai le plaisir de diriger cette association, même si la mission est particulièrement complexe depuis 11 mois. En effet, donc je vais essayer d'être relativement bref pour que vous puissiez poursuivre ensuite sur les questions et déjà commencer par répondre à la manière dont je perçois cette crise, à ce qu'on a pu engager au moment où on s'est tous retrouvés calfeutrés dans nos intérieurs. Évidemment, sur l'angle de mes paroles, c'est celle du secteur des arts de la rue et de l'espace public. Celle d'artistes qui ont fait le choix, comme terrain d'expression, de choisir les lieux non dédiés à l'art. C'est l'espace démocratique, c'est la rue, par excellence. Sur cette période, effectivement, tout s'est arrêté. Eh bien, on s'est tout de suite mis au travail avec la Fédération régionale des arts de la rue. J'ai vu quelques noms et visages de personnes qui participent également à cette visio. Mais effectivement, depuis, c'est un peu l'essence même de notre secteur, mais cette notion du collectif et du partage, en tous les cas de se serrer les coudes, ça n'est pas un vain mot.
Et donc, très rapidement, on a chacun essayé de mettre en commun notre lecture des textes qui tombaient. Là, je me mets évidemment à partir du mois d'avril, quand les premiers signes de possibles ouvertures sont arrivés. Mais ça n'a pas été simple et c'est toujours aussi complexe d'appréhender, mine de rien, les textes, les décrets qui sortent de manière à essayer de trouver les espaces de liberté qui nous permettent de continuer à accompagner les artistes, puisqu'un fourneau, comme les 12 autres centres nationaux des arts de la rue répartis sur le territoire français, la mission première, c'est celle d'accompagner les artistes en création. À ce titre-là, et ça, je peux vous dire qu'on a agréablement perçu le signal très fort de toutes les institutions partenaires, de la Direction régionale des affaires culturelles, de la région Bretagne, du département et de la ville de Brest sur un maintien quoi qu'il arrivait de leurs subventions. Ça nous a donc permis déjà de nous dire que quoi qu'il arrivait, parce que c'est arrivé un petit peu plus tard, l'annulation et la perception que toute la saison allait être blanche, toute la saison de diffusion. Ça nous a donc permis de redéployer dès la mi-mai des résidences de création. Évidemment, on a échafaudé des scénarios qui se sont tous plus ou moins cassés la figure, puisque ce temps a été, mine de rien, très étiré et très long, beaucoup d'incertitudes, mais c'était une équipe bretonne qui a pu, la première, rejoindre le lieu de fabrique pour essayer de maintenir un calendrier de création. Oui, la saison dans son intégralité s'est annulée. Pour autant, le fourneau, évidemment, a accompagné moult collectivités territoriales qui se questionnaient sur la manière, évidemment, de pouvoir soutenir ce secteur culturel. Et donc, il y a eu toute la phase administrative, mais relativement complexe, pour pouvoir, évidemment, verser les cessions auprès des équipes artistiques, mais également techniques et administratives, pour pouvoir soutenir, indemniser, bien entendu, l'ensemble des équipes qui n'allaient pas pouvoir jouer, mais sur lesquelles, bien entendu, nous avions tous des engagements. Les contrats, pour la plupart, n'étaient pas signés. Ça a aussi été la difficulté pour bon nombre de collectivités territoriales, à un moment donné, certaines en tous les cas, de se dire, voilà, l'annonce de l'année blanche, de la prolongation, on va dire, d'une année supplémentaire pour les intermittents du spectacle, d'essayer quelquefois de se dire, l'État fait quelque chose. Eh bien non, c'est en discutant. On a énormément passé de temps au téléphone pour... Excusez-moi. C'est une interférence. Je ne sais pas si vous souhaitez me couper. Non, pas du tout, pas du tout. C'est une interférence, je pense, d'un micro qui doit être resté allumé quelque part sur le réseau. Donc, Ok. non, en tous les cas, je vais essayer d'avancer pour laisser du temps. Globalement, c'est des apports numéraires que le fourneau apporte aux équipes artistiques. Bien entendu, grâce au soutien des institutions partenaires, on a considérablement augmenté les moyens alloués au soutien à la création. Annuellement, c'est 125 000 euros d'apports numéraires qui vont à des équipes artistiques en création. Elles sont bretonnes, mais pas exclusivement, bien entendu. C'est un centre national. Mais de 125 000, on est passé à 180 000 euros d'apports numéraires. Donc, on a bien entendu augmenté ces moyens-là, puisqu'on ne pouvait plus faire que ça, j'ai un peu envie de dire. C'était même capital à un moment donné que, évidemment, le lieu de fabrique fonctionne tout l'été. D'ordinaire, il ne fonctionne pas l'été. En tous les cas, on a ouvert les portes le plus largement possible et jusqu'à la fin décembre. Vous dire que dans notre fourneau qui n'est pas chauffé, c'est pas toujours, ça n'a pas toujours été. Mais on l'a fait. Je dis pas chauffé, on utilise évidemment un chauffage de soufflerie circassien, mais qui a un coût également. Mais c'était essentiel qu'on remette les artistes au travail, puisque le bouchon d'étranglement sur les sollicitations des compagnies, il est réel. Évidemment, on a tous perdu plusieurs mois de travail. Et dans le secteur que j'accompagne, tout à l'heure, on parlait évidemment de dispositifs de relance indispensables, et en effet. Mais la relance dans le secteur des arts de la rue, c'est maintenant. C'est maintenant qu'elle est nécessaire, puisqu'effectivement, sur la période printanière, c'est la période de création, tout comme l'hiver, globalement. Et la diffusion est censée démarrer en mois d'avril
et se terminera en octobre. Elle est dépendante évidemment des saisons et les collaborations avec les collectivités territoriales que le Fourneau mène se développent toutes sur une période relativement courte de 6 mois. Et donc, globalement, si on doit ensemble inventer des dispositifs, les décisions, elles doivent se prendre relativement rapidement. Si elles arrivaient en juin, on serait trop tard. Vous dire que le Fourneau accompagne des collectivités territoriales qui le sollicitent pour accompagner justement que ce soit l'écriture d'événements spécifiques en espace public dans ce contexte si singulier d'état d'urgence sanitaire. Globalement, j'ai envie de faire un petit point là-dessus, mais parce qu'il nous faut tous être extrêmement vigilants face à la situation, évidemment. C'est en responsabilité que nous mettons en place donc les protocoles qui nous sont imposés, mais je dis mais parce que vigilance, en effet, puisque pour pouvoir inviter les artistes, et ça s'est passé de cette manière-là tout l'été dernier, et nous nous préparons de nouveau sur la saison 21 à mettre en place des dispositifs assez singuliers, puisque l'espace public, par définition, permet la libre circulation, le libre accès justement à des propositions artistiques dans l'espace public. Eh bien, ce contexte sanitaire nous amène à mettre sur pied ce qu'on appelle des ERP, des établissements recevant du public, à ceinturer des sites de spectacle pour permettre l'application de protocoles sanitaires que la préfecture nous demande, bien entendu, pour pouvoir faire appliquer les gestes barrières. Un sens de circulation, une entrée, une sortie, une vérification, bien entendu, du port du masque et une distanciation. On sait le faire, bien entendu. On est conscient de la circulation de ce virus et tous les professionnels de la culture, quand on a eu la possibilité d'ouvrir, je pense même à nos théâtres, bien entendu, tout le monde a fait preuve d'une responsabilité et, je dirais, d'une excellence dans l'application des protocoles. Pour autant, là, on est tous d'accord ce soir, je crois bien, nous avons été remisés au rang des non essentiels. C'est effectivement ça qui nous a fait le plus mal, bien entendu. Pour autant, c'est des initiatives telles que celles que porte la collective qui, à un moment donné, doivent tous nous remettre en chemin pour travailler là, ce qui arrive d'ici des jours un peu plus chauds. Et là, je pense naturellement au printemps. J'ai envie qu'on soit tous ensemble assez efficaces dans nos possibilités qui vont arriver. Oui, je pense au mois d'avril, mois de mai, ce sera peut-être juin, ce sera peut-être juillet. En tous les cas, on doit se tenir prêt à pouvoir de nouveau investir l'espace public. Voilà, évidemment, le fondement de nos actions et de ce qu'apporte la présence artistique sur un territoire, je pourrais évidemment développer considérablement, puisque c'est aussi pour travailler avec une communauté de communes qui est la communauté d'agglomération du Pays de Quimperlé sur la mise sur pied d'un festival à la fin du mois d'août, où nous travaillons sur une édition 2021 assez exceptionnelle, puisque compatible avec une pandémie encore en cours. Ça veut dire une manière de penser la présence des artistes assez singulière, mine de rien. Nous le faisons avec conscience parce qu'il est hors de question que durant 2 années consécutives, les habitants d'un territoire soient privés de toute la richesse et de tout le sens et la poésie que nous apportent évidemment les équipes artistiques. Donc nous accompagnons techniquement, j'allais dire, sur comment appréhender la mise sur pied de sites de spectacle dans un espace public particulièrement contraint. On a des savoir-faire, la fédération en a également, on partage énormément de protocoles pour rassurer justement les équipes d'élus qui sont désireuses d'inviter des artistes. On a cette capacité de pouvoir accompagner. Ça fait d'ailleurs partie de nos missions. Et je me réjouis que je vous avoue que depuis l'automne dernier, depuis cette crise, parce qu'il y a aussi eu un renouvellement politique sur certains territoires en Bretagne, nous avons eu plusieurs sollicitations de collectivités qui ont ce désir à venir. Évidemment, nous attendons tous de savoir avec quels paramètres nous devrions pouvoir composer. Pour autant, on a cette capacité extrêmement forte d'adaptation, et les artistes, bien entendu, l'ont également, pour pouvoir décider
si nous sommes en mesure de réunir sur X mètres carrés tant de personnes. Mais il faudra faire attention à demain pour que l'espace public retrouve toute sa liberté. Là, vraiment, parce que je profite d'avoir évidemment des citoyens élus engagés pour que nous soyons tous ensemble vigilants sur ces régressions de liberté, bien entendu. Merci, Caroline. Merci beaucoup. Donc, merci à nos intervenants. L'idée, c'était de montrer effectivement que sentir qu'on n'était pas seul, qu'on avait des soutiens des collectivités. On a besoin d'entendre ces messages de soutien parce que la situation est assez compliquée. Le soutien aussi de structures telles que le CNAR, à la fois sur le soutien à la création et permettre de retrouver pas forcément le chemin des salles, mais au moins celui du spectacle, qui peuvent se faire effectivement aussi en extérieur. Il y a tout un pan. On parle beaucoup de l'ouverture des salles, mais il y a effectivement les extérieurs. Alors, là, l'idée, c'est de faire le point maintenant sur le travail en commission. On va commencer, on a 4 commissions. Donc, comme on le disait, on a la commission Moyen Nouveau. On va faire un petit, voilà, si tu veux me rejoindre, Vincent. La commission Moyen Nouveau. Donc, je te laisse, vas-y, prends un micro. Tu sais, les micros, voilà. C'est Vincent oui, voilà. qui est chargé, en fait, du fonctionnement des micros. Donc, si vous n'entendez pas, bonsoir à tout, toutes. C'est de sa faute. C'est ça. Merci, Stéphane. Oui, c'est normal. Bonsoir à toutes et tous. Je suis Vincent Bleuillet, donc musicien du Pays de Redon. Donc, je suis référent donc, avec Stéphane de la commission Moyen Nouveau. La commission Moyen Nouveau a pour but donc, de mobiliser les moyens existants, innovants et pérennes pour soutenir le travail de création et la diffusion des artistes professionnels. Avant chaque… Ah, bon, décidément. Donc, pour ce faire, la commission se réunit avant chaque CA, donc afin de définir les actions à mettre en œuvre. Dans un premier temps, il est nécessaire donc de faire une cartographie des lieux de diffusion ou de répétition existants et potentiels, publics et privés, du territoire. Donc avec l'élaboration d'un état des lieux sous forme de questionnaire. Donc un premier questionnaire adressé aux élus du pays pour répertorier les lieux publics des communes, donc répétition, représentation et exposition. Un deuxième questionnaire adressé très largement aux habitants du pays pour répertorier donc, les lieux d'accueil privé existants ou potentiels, donc lieux en projet, granges, hangars, etc. Et enfin, donc, un troisième questionnaire auprès des artistes de la collective, donc, suite à la réflexion sur un espace de mutualisation de matériel, donc avec le retour d'expérience du parc, un lieu de location de matériel déco, etc. Et donc dans ce questionnaire dédié auprès des artistes, donc on va demander donc, ce qu'ils ont comme matériel et ce qu'ils sont prêts à prêter éventuellement. Voilà. Et ensuite, donc, identifier, négocier et investir un lieu ressource dédié aux professionnels du spectacle vivant. Ensuite, obtenir des fonds privés ou publics, existants ou nouveaux, donc, en passant par le mécénat citoyen, AMAP Culture, donc, pour soutenir la création et la diffusion des artistes du territoire. Et enfin, donc, la mise en place d'un fonds de dotation, donc réfléchir à comment mobiliser ces fonds et comment les utiliser. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que constitue la commission des moyens nouveaux. Donc aujourd'hui, elle est constituée donc, de 15 personnes. Donc, grandissante, la commission des moyens nouveaux ne relâche pas quant à l'ambition de réunir les moyens nécessaires à la vie collective, associative et culturelle locale, professionnelle du spectacle vivant et répondre aux attentes donc, des habitants du territoire. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je passe la parole à Stéphane. Merci. Merci. Ça va le micro? Voilà, très bien.
Merci Vincent pour ce point sur la commission moyens nouveaux. On enchaîne avec la commission communication et on accueille de nouveau Marie Kili, la coprésidente, mais qui est aussi référente de la commission communication. Exactement, donc je suis référente avec Christophe Hanon, donc de cette commission communication, qui est évidemment une commission de base dans toutes les associations, toutes les institutions même, j'aurais envie de dire. Elle va nous permettre, cette commission, de raconter qui on est, de montrer un peu la diversité des acteurs culturels sur tout le territoire, des artistes et techniciens, mais aussi du personnel administratif, des programmateurs et des spectateurs. Je le rappelle, on est plus de 100 pour l'instant, pratiquement 120 sympathisants, avec une association qui vient juste de se mettre en place. Donc voilà, c'est pas négligeable comme chiffre. Cette commission communication, elle se décline sur deux fronts, la communication interne, avec des supports, des objectifs et des règles de fonctionnement. Autant d'outils qui vont nous permettre une communication la plus horizontale possible entre les adhérents, les membres du CA, le bureau et tous les sympathisants. Et le deuxième front, alors ça va être la communication externe, bien entendu, où l'enjeu sera, malgré ou grâce, j'ai envie de dire, à notre diversité, de créer une esthétique unifiée avec une charte graphique, un logo, et de nous retrouver sur des valeurs et objectifs communs, les objectifs dont on a parlé tout à l'heure, dans le but d'être visible et lisible auprès des institutions et du public. Voilà, donc cette commission va travailler en parallèle et en étroite collaboration avec les 3 autres commissions. Il va même en dépendre un petit peu, puisque nous serons la partie beaucoup de projets et d'actions menés par ces 3 autres commissions. Voilà, de mon côté. Merci Marie, merci. Nous allons enchaîner maintenant avec la commission réseau. Donc le petit point avec un jeune homme. Bonjour jeune homme, comment vous appelez-vous? Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Johan Sauvage, je suis comédien installé et habitant du pays de Redon. Moi, je suis référent de la commission réseau. Alors, comme le disait Marie à l'instant, c'est vrai que notre collective est forte d'une centaine de professionnels, tous métiers confondus, artistes, techniciens, personnel administratif, organisateurs, etc. Des professionnels de longue date pour la plupart, donc des personnes compétentes et expérimentées. Du coup, la dizaine de membres qui composent la commission réseau s'est donné pour finalité que la collective devienne une structure informée, soutenue et influente. Nous voulons être présents dans les réseaux, que ce soit à l'extérieur du pays, pour faire remonter notre réalité, nos problématiques, par exemple à la Fédération bretonne des arts de la rue, comme en parlait Caroline tout à l'heure, mais aussi pour faire redescendre au local les différentes informations qu'on va pouvoir capter et puis les dispositifs mis en place au service de tout le monde. C'est aussi prendre notre place dans les instances locales, institutionnelles ou associatives, pour travailler main dans la main avec les élus et les techniciens du territoire, pour coopérer au service du développement de notre territoire, participer à l'écriture des politiques culturelles ou contribuer à la réussite de grands projets comme le projet Confluence 2030, par exemple. Notre commission travaille actuellement à la rédaction d'une charte qui présentera notre collective, nos valeurs, nos savoir-faire, nos ambitions, pour que chacun de ses membres puisse être porte-parole de notre association. Et pour demain, aller à la rencontre des acteurs et des élus de notre territoire, pour avancer ensemble, pour partager nos visions, croiser nos zones d'expertise et faire tourner à plein régime l'intelligence collective. Nous sommes persuadés que nous avons tous à y gagner, car avant d'être des professionnels ou des élus, nous sommes tous des habitants de notre territoire. Voilà. Merci, Johan, c'est ça? Oui. D'accord, très bien. Nous allons terminer avec la commission agence culturelle. Voilà. Bonjour. Bonsoir à tous.
Je m'appelle Brigitte Trimelot, je suis danseuse et chorégraphe habitante du territoire du Pays de Redon depuis de nombreuses années. Je suis donc la référente de l'Agence culturelle de territoire avec Gaëla Gauthier. À ce jour, nous sommes 18 membres et nous avons travaillé à définir ce que pourrait être pour nous l'Agence culturelle de territoire, avec un franc désir de faire ensemble et de rêver. Cette agence s'adresse à tous les porteurs de projets en lien avec le territoire. Elle se veut être à la fois une vitrine et un incubateur des forces vives du territoire. Son rôle est d'accueillir et de mettre en lien les acteurs culturels, d'orienter et d'informer, d'accompagner, de soutenir et de faciliter la mise en place de projets. Pour ce faire, la création d'un annuaire est déjà mise en route. Cet annuaire va répertorier sur le territoire les artistes et les techniciens, les compagnies, les lieux pouvant accueillir du public, les festivals et les lieux d'enseignement. Nous souhaitons faire de cette agence un pôle ressources qui donne de la visibilité aux artistes et aux organisateurs de spectacles, ce qui nécessite un espace d'accueil convivial et ouvert au public. L'agence est une véritable boîte à outils qui s'appuie sur les ressources déjà existantes du territoire, mais qui est aussi en mesure d'en créer d'autres. Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à nous rejoindre afin que cette agence soit aussi ouverte aux autres formes et disciplines artistiques. Je suis arrivée au bout de ma lecture. Merci beaucoup, Brigitte. Donc, des moyens nouveaux, une structure qui s'inscrit dans les réseaux, une structure qui va permettre de mieux communiquer entre artistes et de pouvoir valoriser le travail des artistes, et puis une agence culturelle de territoire qui est en train de se mettre en place. Voilà. Et voilà, c'est ça un peu la collective en résumé. Et c'est bien de savoir qu'on va pouvoir s'appuyer sur les collectivités de Redon Agglo, des départements, de la région, sur des structures telles que le CNAR pour pouvoir avancer tous ensemble et peut-être, alors comme ça a été annoncé, faire une réunion de travail ensemble pour que les moyens des uns et des autres puissent être mis en dynamique pour structurer le projet de la collective sur le pays et on l'espère aussi d'autres collectives ailleurs à l'échelle de la région Bretagne. Sait-on jamais. Un petit temps d'échange. Alors, on est très en retard. Hein, voilà, on devait finir à 19h. Est-ce qu'il y a encore des gens? Peut-être qu'on est en train de parler dans le vide, là. 59 personnes qui sont encore là. Voilà. Donc, vous pouvez déboucher une bouteille de vin blanc, par exemple, décapsuler une bière ou un jus d'orange. Voilà, c'est l'heure de l'apéro. Et on se propose de se donner encore un petit temps d'échange de 10 minutes, 15 minutes. On va voir, ça va dépendre du nombre de questions ou du nombre d'interventions que vous souhaitez poser ou avoir. Alors, il faut lever la main, il faut lever la main. On a nos scrutateurs là, du coup, qui vont repérer les envies de prise de parole, de commentaires. On accepte les bravos, on accepte les merci, voilà. Le standing ovation, ça va, vous pouvez essayer, hein, mais c'est voilà, forcément un peu limité. Ça peut être dans le chat. Alors, vous pouvez utiliser aussi les commentaires pour poser une question. Voilà. Donc, Françoise Saudry qui veut intervenir. Françoise, nous vous écoutons. Ah non. Je n'ai pas… Voilà, je voyais Gigi qui bouge la main. Voilà. Alors, Gigi Bigot. Je voulais poser une question très simple. C'est déjà, je trouve ça formidable de voir tous ces gens, puis d'avoir entendu les invités.
Et je n'ai pas compris d'où venait le premier intervenant, Jean-Michel Le Boulanger. Je n'ai pas compris. J'ai adoré tout ce qu'il a dit, mais je n'ai pas compris qui c'était, de quelle institution, tout ça, quoi. Ben oui, alors on l'a présenté, il s'agit du vice-président à la culture à la région, Gigi. Oh là là! Ah, oh là là, bah oui, oui. Ah bah oui, 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 on avait des pointures, on avait des pointures. Alors, je ne sais pas si tu as des dépôts de dossiers à faire à la région, mais là, tu es un petit peu grillé quand même. Du coup, là, voilà. Très bien, tu as répondu à ma question. Ah bah oui, mais c'était une très bonne question, Gigi. Alors, est-ce qu'il y a une autre c'était un sketch, hein, bien sûr, hein, c'était prévu avec Gigi. On avait calé cette petite intervention un petit peu humoristique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions souhaitées, d'autres questions? Est-ce que dans le fil de discussion… Ah, Hélène Basse. Alors, Hélène. Salut les Redonnais. Est-ce que dans le répertoire que Brigitte a proposé, les spectacles chez l'habitant, ça vous intéresse? Oui. Ça en peut faire partie? Oui, tout à fait, oui, oui. C'est à la fois, c'est notamment aussi dans le questionnaire hein, qui va être envoyé très largement aux habitants du secteur. C'est aussi d'identifier les gens qui souhaitent accueillir des spectacles et qui seraient preneurs pour accueillir des spectacles chez l'habitant. Est-ce qu'il y a un nombre minimum de places maintenant parce que c'est de plus en plus compliqué? Oui, bien sûr. Alors oui, alors ça peut être des choses alors que ça peut être chez l'habitant, mais ce n'est pas forcément dans le salon, ça peut être dans le garage, ça peut être dans le hangar, ça peut être dans le jardin. Voilà, c'est vrai que et là, l'idée de ce questionnaire, c'est d'identifier à la fois les personnes qui seraient prêtes à accueillir des spectacles et aussi de voir un peu quel type de spectacle, quelles conditions, quels espaces pour savoir combien d'artistes on peut recevoir, quel type de spectacle aussi et combien de spectateurs. Mais voilà, c'est effectivement l'idée de favoriser ça, des spectacles qui tournent sur le pays et qui vont au plus proche des habitants. J'espère avoir répondu à la question. J'ai répondu, monsieur le vice-président, coprésident, mais c'était bien? C'était parfait. Voilà, Hélène, j'espère qu'on a répondu à ta question. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, d'autres commentaires? Vous avez le droit de nous engueuler aussi hein, si vous n'êtes pas content. Ah oui, alors si vous avez éteint votre caméra, vous pouvez lever le pouce en appuyant sur, c'est quoi, sur la touche commentaire? Réaction. Vous avez une petite touche réaction dans votre écran et là, vous pouvez envoyer des cœurs puisque monsieur Le Boulanger nous a effectivement dit que c'était la Saint-Valentin après-demain. Vous pouvez aussi faire des signes du pouce levé ou du pouce baissé. Hein. On peut aussi, si on n'est pas content. Oui, oui. Non, il y a des commentaires. Ah, alors il y a des commentaires. Du coup, il y a des commentaires. Alors, je voulais rebondir sur l'évocation de JM, le boulanger, sur la question de changer le paradigme développé depuis Malraux sur l'exigence artistique et penser la culture de manière transversale. Ça, c'est une question. Voilà, il y a quelqu'un qui voulait rebondir, hein, c'est ça, sur les propos de Jean-Michel Le Boulanger, sur le paradigme un peu qui a été mis en place à partir de Malraux, là, sur… c'est ça, hein, Et donc, il y avait une question derrière ou bien Du coup, c'est quelqu'un qui voulait rebondir, mais il avait… Alors, oui, je pense que c'est la question du rebond. On est vraiment tout le temps dans la question du rebond. J'ai une autre question. Est-ce que ce genre de collectif-association existe déjà en Bretagne? Alors, est-ce que ce genre de collectif existe déjà en Bretagne? Est-ce qu'il y a d'autres initiatives? Qui peut répondre à cette question-là? Oui, on va avoir Johan qui va pouvoir faire un petit commentaire. Oui, ça se monte un petit peu partout, notamment au niveau des aires de la rue. Il y a les compagnies du 35, par exemple, en Ille-et-Vilaine, donc là, qui fédèrent tout un tas d'acteurs de toutes pratiques artistiques mélangées. Sur le Morbihan, à Lorient, il y a Ch'tou de Qualité Street qui lance une dynamique, alors plutôt axée art de la rue dans un premier temps. Donc, n'hésitez pas à le contacter pour rejoindre si vous êtes du Morbihan. Il y a évidemment, alors je prêche pour ma paroisse parce que je suis dans le conseil d'administration, mais la Fédération bretonne des arts de la rue hein, qui agit depuis des années déjà.
Et puis, j'ai oui dire, mais alors là, c'est une info toute neuve. Peut-être que Yano, que j'ai vu qui était connecté, si tu en sais plus, je crois qu'il y a un collectif qui se monte dans les Côtes d'Armor. Voilà, si jamais tu en sais plus, si tu veux en dire un mot. Et Sylvie Desbois qui va parler après. Ben, on prend peut-être la question de Sylvie en attendant que Yano branche son micro. Sylvie, on vous écoute. Enfin, bonjour à tous, je m'appelle Sylvie Desbois et moi j'ai fondé la compagnie de théâtre Singularité. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien Sylvie, pardon. Oui, oui. Qui est basée à Redon. Et je rebondis sur la question par rapport à est-ce qu'il y a d'autres collectifs? Parce que moi je fais partie du collectif Les Compagnies du 35. Il y a également Frédéric Mingan qui est dans ce Zoom qui en fait partie également. Et moi, mon travail là-bas, c'est principalement d'organiser des trainings intercompagnies tous les mois. Donc voilà, si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, de rejoindre ces trainings intercompagnies où on se retrouve dans toute une journée pour travailler ensemble au plateau. C'est ouvert à des gens de toutes les disciplines et c'est un beau moyen de se rencontrer. Le prochain aura lieu fin février. Donc voilà, C'est le effectivement message est une façon passé. Sylvie, d'expérimenter l'approche territoriale qui était effectivement proposée par Monsieur le Boulanger pour faire rencontrer les équipes. Merci pour cette information. Alors, on m'a dit que Yano ne sait pas, en fait, ne sait pas, n'en sait pas plus que Johan, en fait, concernant l'information, les oui-dire qui circulent. Cela dit, si vous l'indication et l'indice que l'on peut donner, c'est qu'il faut se rapprocher du théâtre des Tarabates, Philippe Saumon, donc à Binic, qui pourra vous orienter sur ce collectif. Voilà, monsieur. Merci pour cette information, monsieur le coprésident. Ah, monsieur Le Boulanger veut parler. J'espère. Vous n'en voulez pas trop à Madame Bigot, hein, voilà. Surtout pas. Surtout pas. Et c'était très bien son intervention. Je veux tenter de répondre de manière imprécise à la question qui est posée sur les autres initiatives en région. Je dis de manière imprécise parce que je n'ai pas une visibilité exacte des différents collectifs qui sont en train de se monter. Ce que je note par contre, et là, c'est quelque chose qui me semble une des leçons des 12-15 derniers mois, c'est que dans de très nombreux territoires, et sans parfois aller jusqu'à la création de structures comme la collective, je note des rapprochements interdisciplinaires et des logiques territoriales à l'œuvre bien au-delà des logiques d'esthétique ou des logiques de discipline. Je crois qu'en Bretagne, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, les différentes disciplines se sont structurées, mais autour de leur objet. Je vois dans de nombreux territoires des discussions très concrètes parfois qui dépassent le réseau disciplinaire pour discuter, si je peux dire, avec le voisin. Et je fais le parallèle avec ce mouvement qui est en cours dans le monde économique, qui est le mouvement que vous connaissez toutes et tous des circuits courts. On voit un développement considérable du circuit court, et c'est heureux, depuis plusieurs années. La logique des produits locaux, et on a eu l'occasion de voir à la région, en créant une plateforme produitslocaux.bzh il y a un an, là, au début de la crise sanitaire, on a été surpris de voir combien ça prenait. Une plateforme qui visait à fédérer toutes les petites plateformes qui préexistaient, pour les booster, pour les développer. Eh bien, moi, je note la même chose dans la vie artistique et culturelle. Et j'ai plein d'exemples dans des tas de domaines, des Côtes d'Armor au Finistère, du Morbihan à l'Ille-et-Vilaine. J'ai l'impression qu'on est en train de construire collectivement un virage où notre regard ne sera plus uniquement disciplinaire. Il restera disciplinaire, évidemment. Les réseaux des arts de la rue, ça doit exister à l'échelle bretonne et à l'échelle nationale, évidemment. Mais il y aura aussi et à côté d'autres types de réseaux basés sur les territoires. Et ça mérite vraiment d'être creusé dans l'avenir.
Merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce qu'on prend un dernier commentaire, une dernière question? Parce qu'il est 19h15 passé, là, presque 20. Non? Après, il y a des suggestions, enfin des suggestions. Alors, on a des suggestions. Voilà, par rapport à, par exemple, les jardins et les activités artistiques, il y a des choses qui ont été recensées sur Facebook, il y a des liens qui traînent. Il y a des on choses parlait de la cavale sur le Pays de Lorient recensées aussi, sur concernant tous Facebook, les de artistes. liens qui traînent sur les jardins, les choses artistiques. Voilà, c'est ça. En tout Ah, cas, on il y a entend. des... Ah, pardon. Ah, oui, d'accord, très bien. Désolé. Du coup, il y a aussi, par exemple, la commune de Renac qui milite pour le développement par la culture, véritable levier d'attractivité. Après, on a une question de Nadia. Certes, mais ce sont les acteurs qui bougent, mais qu'en est-il de l'État? On ne va pas répondre à la place de l'État. En fait, on n'a pas pensé à les inviter. En fait. C'est ça. Mais on invitera l'État la prochaine fois. Madame Bachelot. Madame Bachelot. Voilà, on va s'arrêter là. Marc? Non, il y a quelqu'un qui veut intervenir? Non. Ah, il y a quelqu'un qui se gratte la tête. Alors, s'il y a quelqu'un qui se gratte la tête, ça peut donner l'illusion qu'il lève la main et du coup, on a envie de lui donner la parole. C'est peut-être quelqu'un qui se gratte la tête pour se dire qu'est-ce que je pourrais poser comme question en même temps. C'est peut-être une première étape vers le levage de main. Bon, monsieur le coprésident, on va arrêter cette visioconférence. Merci à tous d'avoir participé. Vous avez été nombreux. On vous donne rendez-vous dans quelques temps, peut-être dans quelques semaines. Pourra-t-on organiser une rencontre que Monsieur le Boulanger a appelée de ses voeux aussi avec les différents élus et les gens de la collective pour voir ce qu'on peut bricoler ensemble à l'échelle du territoire. Je bouge un peu le micro. Ouais, c'est bon, on m'entend pas. Voilà. Et on va s'arrêter là parce que de toute façon, le micro est HF. Le micro est HF. Très bien. C'était la dernière blague de cette visioconférence. On vous souhaite une bonne soirée. Soyez prudents, prenez soin de vous et vive le spectacle vivant.